Un talent, un métier. Nous sommes au village Tumbi, comme vous pouvez le constater, rencontrer un jeune Congolais entrepreneur très ambitieux. Il a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui nous allons parler sur l'agro-pastoral et vous allez découvrir l'intérêt de cette rencontre. Mais avant tout, je vous propose de le découvrir à travers ce portrait. Puis retrouvons-nous juste après. Krasmer Batila Nzemba, la trentaine révolue. De sa stature physique, il mesure 1,80 m. Il est né à Mfouati dans le département de la Bouinza. Krasmer Batila Nzemba est quatrième d'une fratrie de 6 enfants. Il est marié, père de 5 enfants. Tout petit, il s'intéressait à l'élevage du bétail. Cette passion est née lorsqu'il côtoyait son défunt grand-père paternel, qui fut un grand éleveur de bœufs, moutons, poules et cochons. Après l'obtention de son master en fiscalité d'entreprise MBA en finance, il débuta sa carrière en septembre 2010. Aujourd'hui, il est le responsable de la société Sainte Congo. Situé à 15 km du péage de Mengo, dans le village de Ntumi, dans la sous-préfecture de Luango, il est aussi responsable de l'école CRAM. Sainte Congo fait l'élevage de plusieurs races de poulets tels que les Goliaths, les Brahmates, les combattants, les Malais. Son objectif est de produire suffisamment, vendre le poulet à moindre coût et créer sa marque estampillée Sainte Congo. Vous venez là de suivre le portrait de M. Krasmer, passant à l'entretien. Bonjour M. Krasmer. Bonjour Madame Myriam. Merci de nous avoir accordé ce moment d'interview qui est exclusive à l'émission Un talent, un métier. Oui. Alors dites-nous pourquoi votre choix est-il porté sur l'agro-pastoral et quelle est la différence entre l'agro-pastoral et l'agriculture classique? Merci beaucoup Madame Myriam pour la question. Le choix sur l'agro-pastoral, c'est que dans le concept agro-pastoral, nous avons non seulement l'agriculture traditionnelle, mais aussi l'élevage. Donc, on essaie un peu d'optimiser comme un circuit fermé. Donc, j'ai sur le même site les produits maraîchers et aussi l'élevage, que ce soit la volaille ou les moutons. Donc, généralement, les déchets de la volaille ou des moutons sont utilisés pour fertiliser les sols, pour ensuite faire les plantes, en fait. Alors que l'agriculture traditionnelle, c'est essentiellement basé sur les plantes. Alors, nous, on a voulu intégrer les deux volets pour plus d'optimisation, en fait. Est-ce qu'il faut un grand budget pour l'élevage des pintades? En quoi cela est-il différent de l'élevage des poules? Bon, déjà, pour commencer, nous, on ne fait pas l'élevage des pintades. D'accord? Donc, je ne me connais pas trop dans les pintades, en fait, leur particularité. Mais d'une manière générique, ça rentre dans la classe des oiseaux. Donc, c'est de la volaille. Donc, ce sont les mêmes exigences ou bien les mêmes budgets. Bon, généralement, l'élevage des pintades, on a aussi deux choix, soit à l'air libre ou bien dans les bâtiments. Mais nous sommes dans la volaille. Et de la volaille, le budget dépend de votre vision, en fait. Plus la vision elle est grande, plus ça demande beaucoup plus de moyens. Mais généralement, c'est toujours conseillé de commencer petit et grandir au fur et à mesure, en fait. Comme tout business. Hein. Donc, ça ne sert à rien de démarrer très gros sans pourtant voir des impacts. Et puis, nous, on était un peu novices dans le domaine, donc on a voulu commencer un peu au fur et à mesure et apprendre sur le terrain, en fait. Quelles sont les difficultés et les défis que vous rencontrez de temps à autre dans ce domaine? Bon, c'est comme dans tous les business, on a beaucoup de difficultés. D'abord, au niveau des ressources humaines, au départ, on a du personnel qui n'était pas qualifié, donc il fallait les former. Et former tout le personnel, ça demande beaucoup de moyens. Donc, on a joué un peu à la stratégie, on a formé 4 éléments au départ, et ces éléments-là, on commençait à former les autres. Donc, c'était la première difficulté. Et aujourd'hui, plus on avance, plus on rencontre beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, le plus gros difficulté, c'est au niveau des intrants, donc notamment l'aliment de bétail. C'est difficile pour nous parce que
c'est toujours compliqué de trouver de l'aliment en grande quantité à un prix abordable. Parce que plus le prix augmente l'aliment et ça augmente le coût de production et ça fait que sur le marché, on a des prix qui coûtent cher. Donc c'est un gros défi aujourd'hui, notamment de mettre en place des systèmes de production des intrants, notamment sur l'aliment, le maïs et les soja, essentiellement, et aussi la transformation de ces intrants-là pour produire un aliment de qualité et à un coût réduit, en fait. Où est-ce que vous en procurez? Et aujourd'hui, il y a deux volets. D'abord, on a les intrants qu'on importe, notamment le soja et les concentrés à l'extérieur. Mais aussi en local, on a aussi des fournisseurs qui nous fournissent l'aliment complet. Et d'un autre côté, on achète le maïs en local aussi, le maïs jaune auprès des producteurs. Mais aujourd'hui, on a aussi commencé nous-mêmes à produire notre maïs. Donc, normalement, d'ici là, on pourra résoudre un peu ces difficultés en fait. Travaillez-vous en connivence avec le ministère des Agricultures, c'est-à-dire avec des stagiaires ou des écoles de formation en coopérative, ou encore en proposant des ateliers? Bon, mais déjà, le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de tutelle pour notre secteur d'activité. Donc, forcément, on est toujours en contact avec eux parce que quand il s'agit des agréments, quand on veut importer les sujets vivants, on demande toujours l'accord du ministère. Mais après, au niveau du département, on est toujours en contact avec le DD de l'élevage, de l'agriculture, le chef de secteur. Donc, quand il y a des sujets, on est toujours, en fait, on se connaît, on est enregistré au niveau du ministère. Bon, après, au niveau des stagiaires, on n'a pas un contrat formel avec les écoles ou les universités, mais on a déjà reçu peut-être 4 ou 5 stagiaires qui revenaient de Maringouabi, notamment à l'IDER. Ils sont venus faire des stages de formation ici pendant 3-4 mois, après ils sont partis. Mais bon, parce que dans l'avenir, on envisage de signer des contrats avec des écoles pour essayer d'aider ces écoles-là à mettre en pratique leur formation. Bon, on n'a pas assez de structures qui forment en agriculture et l'élevage, mais on pense mettre en place une structure ici sur la ferme, de la ferme pour former les volaillers ou bien les agriculteurs dans ce domaine-là. Et quels sont les bénéfices de cette coopération? Bon, comme j'ai dit au départ, on n'a pas un contrat formel, mais généralement, quand on reçoit les stagiaires, les profits sont partagés. Moi, je reçois de la main-d'œuvre qui est disponible sur le site. Donc, ils sont formés, mais après, ils travaillent. Donc, si j'allais prendre un volailler ou bien un tâcheron qui doit travailler pour la journée, mais le stagiaire est là, donc ça profite aussi à ma trésorerie. Donc, c'est comme on dit, c'est gagnant-gagnant en fait. Quelles sont les pratiques qui vous permettent de maximiser la production tout en préservant l'environnement? Bon, les pratiques, c'est, comme vous voyez ici, on a opté pour les batteries. Et dans les batteries, on met plus de sujets. Parce qu'au sol, sur un bâtiment, en fait, sur un bâtiment de 250, de 2500 sujets par exemple, mais dans les batteries, on peut mettre jusqu'à 9000. Et là, nous sommes sur un bâtiment de 65 mètres sur 7. On a 9900 sujets. Alors qu'au sol, on peut avoir peut-être 5000 ou 4000. Donc, ça permet d'optimiser la production dans les salles. Mais après, il y a aussi la technique de la gestion d'aliments, en fait. Donc, sur l'aliment, depuis la production des intrants jusqu'à ce qu'on distribue. Et ça permet de réduire le gaspillage et aussi réduire le coût d'achat d'aliments. Et ça permet d'augmenter le profit, en fait. Est-ce que votre entreprise répond aux attentes de la population? Bon, en partie, oui. Aujourd'hui, la population ponténégrine, aujourd'hui, quasiment, peut-être 50% ou 40% de la consommation de Pointe-Noire provient de notre ferme. Après, on ne peut pas dire qu'on répond à 100%, mais on a commencé. Donc, je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on est sur le chemin. Donc, on y croit qu'on va arriver un jour. Comment voyez-vous l'entreprise San Congo dans les jours à venir? Bon, notre vision, elle est très grande. Il est permis de rêver, donc on rêve très grand. Donc pour nous, San Congo, quand on rêve, on voit une grande multinationale
au niveau du Congo, mais aussi de la sous-région. Donc, lorsqu'on ne rêve pas, on ne peut pas arriver. Donc, on a déjà une vision, on a un rêve et on pense qu'on va y arriver. Même si nous, on n'arrive pas, mais ceux qui viennent derrière nous pourront continuer la vision. En fait. Que doit-on faire pour améliorer la sécurité alimentaire? La sécurité alimentaire, il faut tout simplement produire. Donc, parce que quand on importe, déjà, on ne maîtrise pas ce que nous consommons. Donc, c'est déjà un risque en termes de santé. Et puis, il y a aussi le risque de rupture avec les crises. On a vu avec l'Ukraine ce que ça a causé. Donc, je pense que la meilleure solution, c'est de produire. Donc, il faut que chaque Congolais comprenne qu'on doit produire ce que nous consommons nous-mêmes. Et aussi l'appui des autorités au niveau du gouvernement. Ils doivent mettre en place les moyens pour encourager les citoyens à produire, à augmenter la production. Parce que si on ne produit pas, ben, on a un risque alimentairement. Justement, il faut encourager les compatriotes dans l'entrepreneuriat. Et comment faut-il faire pour reconnaître les produits San Congo sur le marché? Bon, aujourd'hui, San Congo est déjà connu. Donc, généralement, ceux qui veulent acheter San Congo, nous communiquons beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous avons un point de vente au grand marché. Donc, les clients nous appellent et on livre directement. Mais d'ici là, on a mis en place les marques qui vont sortir, qui vont être clairement identifiées sur nos œufs et nos poulets. Donc, normalement, on y travaille déjà. On a presque fini avec la conception des marques. Et d'ici là, on aura les marques de notre poulet et de nos œufs sur le marché. Ça identifie. Donc, tous les supermarchés ou dans la grande distribution, ça sera visible et identifiable. Comment la technologie peut-elle influencer l'agropastoralisme et peut-elle aider à résoudre certains défis? Bon, la technologie aujourd'hui influence beaucoup l'agropastoralisme. Je donne un cas concret. Nous sommes dans un bâtiment d'élevage de batteries. Et dans ce bâtiment, tout automatique en fait. Donc, l'avantage, c'est que ce bâtiment réduit la consommation de la main-d'œuvre. Donc, on a juste 2 travailleurs de ce bâtiment et ils sont là debout à ramasser les œufs. L'aliment est distribué automatiquement. La fiente est connectée automatiquement. L'eau est distribuée automatiquement. Donc, c'est déjà un avantage considérable pour l'agriculture. Et donc, après, je pense que plus on avance, la technologie développe et aujourd'hui, on a des bâtiments totalement indépendants, fermés, où on contrôle même les quantités des œufs qui sortent du bâtiment. Donc, la technologie a vraiment contribué énormément dans l'agro-pastoral. Mais en Afrique, ici, la technologie n'est pas encore trop avancée, mais je pense que dans les pays développés, on voit qu'on parle des fermes aquaponiques, on parle des technologies avancées dans l'agriculture, dans l'élevage, dans beaucoup de domaines liés à l'agro-pastoral. Ces machines peuvent contenir combien de poules? Donc, ici, nous sommes dans un bâtiment automatique de 30 400 pondeuses. Voilà. Donc, 30 400 pondeuses sont élevées ici au même moment. Concernant la production des œufs, ils peuvent produire combien d'œufs par jour? Dans ce bâtiment, on est autour de 90% de taux de pente. Donc, on va autour de 27 000 œufs par jour. Donc, on peut dire que l'autosuffisance alimentaire est en marche? Bon, pas vraiment en marche, mais on a commencé à mettre les pas. Donc, on espère que dans les années à venir, on va avancer considérablement. D'accord. Comment la politique gouvernementale et les initiatives internationales soutiennent-elles le développement de l'agropastoralisme? Bon, ce qui est sûr, le gouvernement a commencé. On ne peut pas dire qu'ils font rien parce que nous avons pu dédonner ces bâtiments-là. On n'a quasiment rien payé en douane. Donc, ce sont des avantages que le gouvernement avait octroyés dans le secteur agropastoral. Donc, c'est déjà un grand pas. Et je pense que cela encourage encore les éleveurs à continuer à investir dans ce domaine-là. Mais après, tout n'est pas parfait. Donc, on demande encore plus. Il faut non seulement exonérer les matériels ou les intrants, mais aussi
aider la population au niveau des villes urbaines à produire. Donc, dans les kits, dans les dons, les semences, les tracteurs pour augmenter la production du céréal. Parce que le levage, la base, c'est l'aliment. Sans l'aliment, on ne peut pas produire. Et l'aliment passe par le maïs, le soja. Donc, on doit développer cette culture-là au Congo pour vraiment rendre accessible l'aliment à tous les éleveurs, en fait. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui veulent emboîter le même pas? Ben, nous avons un gros marché. Le Congo importe tout ce qui est volaille, quasiment à 100%. Donc, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Les défis sont énormes. C'est très difficile. Il faut avoir du courage, de la volonté, de la motivation. Mais j'encourage les jeunes à investir dans l'élevage et l'agriculture. En tout cas, c'est un domaine très passionnant. Non seulement rentable, mais aussi passionnant. Et ça procure de l'indépendance. En tout cas, merci de nous avoir accordé votre temps. Merci. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Première réponse, je suis le premier client du San Congo. Je suis habitué avec San Congo à cause de quoi? Leurs produits, quand je prends ça pour livrer chez mes clients, quand mes clients vendent, ils n'ont pas la difficulté de vendre leurs produits, ça coule tranquillement. Et les produits, ce n'est pas trop pourrissable. On a au moins 1 mois, 45 jours et ça prend du temps. Donc le grand problème, c'est d'avoir ça. Moi, j'aime bien ça Congo parce que c'est la meilleure. Quand je paye ça, mes clients sont toujours satisfaits. Ils ne se plaignent jamais. Ça peut parfois faire 3 semaines, ça ne se gaspille pas, parfois 1 mois. Donc je n'ai jamais de retour aux clients que les œufs sont pourris, les œufs ne sont pas bien parce que c'est toujours impeccable et toujours frais, toujours très bien. Je suis habitué avec San Congo à cause de quoi? Quand je viens, je suis servi vraiment tranquillement et le prix aussi est abordable. Donc c'est à cause de ça que je suis l'abonné de San Congo. Il est toujours moins cher, il n'est jamais cher. Il permet à ses clients de gagner un peu de surplus pour pouvoir nourrir les familles. Donc c'est vraiment une société vraiment applicable. Pour la société congolaise et surtout pour la jeunesse. Comprenez par là que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toutes les bébés. Merci à Audrey Boré. Je n'oublie pas la Maison Beth-Léchère pour tout le soutien. On se dit à lundi prochain avec le même plaisir. Au revoir.